Bonjour à tous, on se retrouve pour l'émission du mois de mai. En avril on était en mode confinement et là on est en mode distanciation sociale, donc on n'est toujours pas dans le studio et j'ai toujours pas retrouvé ma Carla, mais je vous laisse avec elle, elle va vous présenter les rubriques de ce mois-ci. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission du mois de mai. Au programme, un retour sur la situation des examens à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l'essor du drive-in comme nouvelle pratique de consommation du cinéma, les aménagements urbains en raison du coronavirus à Paris et dans le monde, et pour finir, une petite interview musicale d'un rappeur qui s'appelle Shadow. C'est parti. Concernant la rubrique Dans ta fac de ce mois-ci, nous ne pouvions honnêtement pas choisir un autre sujet que la situation particulièrement problématique des examens à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. C'est parti, on vous laisse tout de suite découvrir le reportage que nous avons réalisé sur la question. Le travail doit être récompensé, donc je suis outré de ce genre de comportement. Là, ce sont des juges dingos qu'il faut mettre à l'hôpital. C'est une source de stress pour les élèves de ne pas savoir où on va en fait. Par exemple, les problèmes à Paris 1, Les problèmes à Paris 1, parlons-en, mais évitons de le faire comme Pascal Praude. C'est des diplômes en carton. Eugénie Bastier. Je suis pas sûre que ce soit les étudiants de la Sorbonne qui étaient en première ligne, c'était plutôt les gens qui venaient de banlieue, du 93. Ou encore Elisabeth Lévy. Ils viennent de se rendre compte au bout de 3 mois de télétravail que des étudiants n'ont pas d'ordinateur. Ils se foutent de nous. Je vous propose au contraire un récapitulatif objectif de tout ce qui s'est passé en 3 minutes, suivi donc d'un débat. Accrochez-vous, il y a quand même pas mal de rebondissements. Tout a commencé le 12 mars, première allocution d'Emmanuel Macron. Les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Vendredi 27 mars, le gouvernement autorise par ordonnance un aménagement des modalités d'examen plus souple, avec obligation de prévenir les étudiants 2 semaines avant. Partout, les universités prennent des décisions selon leurs contraintes, qu'il s'agisse d'opter pour les devoirs maison, les examens en ligne, les oraux, les QCM, avec la modalité du 10 améliorable ou non. À Paris 1, voilà ce qui s'est passé. Afin de préparer la motion qui sera votée en CFVU, les organisations étudiantes ont réalisé des sondages auprès des étudiants. 3 CFVU ont été convoqués successivement. La première a eu lieu le 16 avril, les modalités proposées par la présidence ont été rejetées et le cadrage des organisations étudiantes adopté. En réaction à cela, Frédéric Vidal, la présidence, des enseignants-chercheurs et directeurs de composantes signent une lettre publique dénonçant le caractère illégal de la motion. Une deuxième CFVU est donc convoquée le 30 avril afin de revoir les modalités. Celles de la présidence sont rejetées, le débat par visioconférence est interrompu et le vote aussi. Avant la dernière CFVU, le DS se réunit le 4 mai afin de voter ses propres modalités d'examen. Partiel en temps réel, oraux, QCM, pas de dispense pour les notes en dessous de 10. Finalement, le 5 mai, place à la dernière CFVU, cette fois-ci le cadrage des organisations étudiantes est adopté, à 19 voix pour, 15 contre et 4 abstentions. Ce qui veut dire concrètement pas d'examen en présentiel ou en temps imparti en ligne. Pour le contrôle continu, soit les notes sont jugées suffisantes, soit elles sont insuffisantes et dans ce cas on retombe sur les mêmes modalités que hors contrôle continu. À savoir un devoir maison avec toujours le délai de prévenance de 2 semaines, des QCM ou des quiz. Dans tous les cas, les notes inférieures à 10 ne sont pas comptabilisées dans la moyenne et peuvent être conservées sur le relevé de notes ou remplacées par la mention dispensée. Ça aurait dû être réglé il y a bien longtemps si le cadrage avait été appliqué. Sauf que, le 6 mai, on reçoit un mail de l'EDS, il déclare prendre toutes les dispositions pour faire contester l'illégalité du cadrage de la CFVU devant le juge administratif. Ce même juge rejette la requête de Monsieur Trébul et autres le 20 mai. Frédéric Vidal se prononce contre la délibération de la CFVU. Nous apprenons par BFM TV que le cadrage de la CFVU est suspendu par le recteur le 23 mai. La suspension des examens pour 1 mois. Donc en ce moment, tous les étudiants attendent une réponse du juge administratif. Il reste 8 jours. 8 jours pour faire de nos rêves une réalité. Certaines UFR continuent de respecter le cadrage. Pour finir, des journaux et médias décrivent la situation en déformant parfois la réalité. On entend beaucoup parler de la valeur du diplôme, de la spécificité du monde juridique, de licence sans examen, du 10 pour tous ou encore de motion illégale, sans que ce soit pour autant des points qui sont toujours bien éclaircis. Donc pour avoir votre avis sur la question, on a réalisé un sondage, on a eu plus de 2500 réponses et environ 800 témoignages écrits. Suite à ça, on a contacté des enseignants qui n'ont pas toujours répondu, des élus pour leur poser des questions et éclaircir pour vous certains points. C'est parti, donc on vous laisse tout de suite avec Ulysse, secrétaire général de l'UNEF Paris 1 et étudiant en double licence, droit et sciences politiques. Suivi d'un entretien avec Liora Israël, qui est directrice d'études à l'EHSS et sociologue du droit et de la justice. Je pense que c'est le fruit de 3 choses. D'abord un constat, l'impossibilité de faire des partiels en présentiel. Deuxième élément, le rejet des partiels en ligne. C'était une évidence pour la plupart des étudiants, des enseignants, des BIAT de la CFVU, que les partiels en ligne créent des inégalités. Troisième, c'était un élément juste technique. Le réseau internet numérique de Paris 1 est quand même parfois un peu fragile. D'après les 2236 personnes qui ont répondu, dont 75% en licence et 40% à l'EDS, 85% trouvent les modalités adoptées par la CFVU plutôt justes, tandis que selon 16,5% d'étudiants et étudiantes, les diplômes s'en trouvent dévalués.
Pendant un mois, on est un peu sans réponse, ou on galère un peu à avoir des infos. Donc le 16 avril, c'est compliqué. Pendant la réunion, ça se passe mal. Les étudiants sont coupés la parole, surtout les étudiantes. Et puis le 30 avril, c'était la CVE de tous les dramas. Ils proposent un texte qui est sensiblement le même qui a été rejeté la première fois. Il est rejeté avec encore plus de voix que la première fois. Et on propose un nouveau texte. Et là, Alice Leplanchec raccroche. Purement et simplement, hop, écran noir, mais totalement. Sauf que nous, on se retrouve dans un flou juridique. S'il n'y a rien qui est voté, c'est celle du 16 avril qui s'applique. Je risque de me faire de beaucoup d'ennemis. Non, je salue M. Trébulle et M. Prétel, qui sont les deux directeurs du FR. Alors, les différences, elles sont flagrantes. L'école de droit de la Sorbonne a voulu instaurer un rapport de force dès le départ. Et de l'autre côté, il y a en sciences politiques où c'est beaucoup plus prudent, en disant, on ne sait pas si c'est légal ou pas. L'EDM, c'est pas illégal et ça le sera jamais. On va adopter les modalités d'examen d'un côté et les modalités d'évaluation de l'autre. Si le 10 améliorable, comme on l'a appelé, qui n'est pas du tout un 10 améliorable, qui est en fait la dispense des notes inférieures à 10 est légal, on le garde. Et si c'est pas légal, on ne l'appliquera pas. Déjà parce que c'est eux qui auront toujours refusé les négociations. Et nous, on veut toujours dialoguer, surtout dans l'intérêt des étudiants. Mais il fallait peut-être aussi y réfléchir à parce que la démocratie, c'est pas quand on choisit. En gros, en réalité, ce serait un cadeau empoisonné. En fait, ce serait avoir des partiels en mi-juillet, mi-août, voire en septembre, en présentiel, comme veut Trébulle. Donc franchement, venez, on passe à autre chose. En effet, 71% d'entre vous trouvent qu'il a été de plus en plus difficile de travailler au fil du confinement, avec pour cause principale, à 80%, l'absence d'informations claires quant à la tenue des examens. Indéniablement, c'est des intérêts politiques et c'est des débats qui sont politiques. Parce que c'est politique de choisir qui est-ce qu'on prend en non-fil de mire, les 75% qui peuvent ou les 25% qui vont pas valider seulement parce qu'ils n'avaient pas d'ordinateur ou parce qu'ils devaient travailler. Et puis surtout, l'intérêt des étudiants, c'est aussi l'intérêt des minorités, entre guillemets, c'est-à-dire les un quart, et bah oui, c'est pas la majorité de la fac, c'est ceux qu'on va oublier. En réalité, tout est politique et on voit bien sur les soutiens de certaines composantes, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Dupont-Aignan, Jordan Bardella, ça c'est des politiques. C'est politique, mais c'est juridique, parce que quand on va devant le tribunal administratif, les arguments politiques, ils tiennent pas. Peut-être la différenciation qui a été créée à l'intérieur des cursus, ça date d'un processus en 2007 qui a créé l'école de droit de Sciences Po. Elle a cassé le monopole qui était avant celui des universités, qui avait permis de disposer aussi d'un statut un peu particulier à l'intérieur de l'université, puisqu'il s'occupait d'une formation qui avait un prestige différentiel plus important peut-être par rapport à d'autres disciplines. C'est en comparaison non pas avec les autres départements qu'il se positionne, mais en comparaison avec d'autres formations en droit et notamment ces formations élitistes qui ont beaucoup moins été touchées par ce qui s'est passé les derniers mois. Ça remet un peu en cause l'histoire parce qu'en fait, le département de droit de Paris 1, unique jusqu'en 68, et la scission entre ce qui est devenu Paris 1 et Paris 2, elle s'est faite beaucoup sur des bases politiques et de revendications de pluridisciplinarité. Et donc là, on revient à un état dans lequel le droit revendique sa spécificité, y compris à Paris 1, alors qu'il s'était un peu construit contre ceux qui, du côté d'Assas, revendiquaient justement cet isolement. Les cycles, ça fait très longtemps qu'ils sont plus sur des évaluations totalement en dissertation. Malgré tous leurs efforts pour différencier, ils sont quand même touchés par la paupérisation qui touche l'enseignement supérieur. Et donc, ces formes de validation des connaissances qu'ils ont mis en place, elles ne sont plus valides. Donc, ils se retrouvent aussi coincés. Peut-être que le proclamer ou le reconnaître, ça serait mettre en danger leur revendication d'excellence. Pour finir avec les sondages, concernant les modalités d'examen en général dans l'enseignement supérieur, si près de 60% trouvent qu'elles permettent de rendre compte de ses acquis, 45% pensent qu'elles ne permettent ni de progresser, ni de s'approprier durablement des enseignements. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé. Ce mois-ci, dans la rubrique Actu, on va voir quelles mesures ont été prises par Paris ou d'autres grandes villes internationales pour favoriser les modes de transport alternatifs, pour contrer cet engouement qu'il y a dans les transports en commun. Les images tout de suite. Le confinement, en mobilisant de nombreuses personnes chez elles, a créé une baisse drastique de la circulation dans les rues. Cette réduction de fréquentation piétonne et véhiculée a permis aux administrations de transformer les différentes voies. Quelle ne fut pas la surprise de voir apparaître dans beaucoup de villes de nouvelles pistes cyclables qui dépassent même de taille parfois l'espace pour les voitures. La rue de Rivoli à Paris, par exemple, s'est vue totalement transformée afin de n'être accessible qu'aux voyageurs à pied ou à deux roues. Pour se rendre compte de l'ampleur de ce phénomène, une carte interactive des pistes cyclables provisoires en Île-de-France a même été publiée. Si le passage aux deux roues est encore une décision que rechignent à prendre de nombreux habitants, le gouvernement français
a mis en place un budget de 20 millions d'euros spécialement pour le déconfinement vélo. C'est un chèque réparation de 50 €, sans compter les aides pour ce qui concerne l'achat d'un vélo électrique. Ces installations font rentrer Paris à la 8e place du classement des 20 plus grandes villes cyclables du monde, derrière Oslo et loin derrière Copenhague ou Amsterdam, mais dans leur lignée. Cette transition écologique de déplacement n'est pas la seule à avoir été mise en place. D'autres aménagements ont été pris à partir du déconfinement. Si la transition écologique est accélérée, d'autres aménagements sont liés à la prise en charge des mesures de sécurité liées au Covid-19. On retrouve par exemple la banalisation de boulevards parisiens, non pas pour créer de nouvelles pistes, mais pour pouvoir appliquer les gestes barrières dans les restaurants. Les tables seraient disposées directement sur la route. À Lille, même principe. On retrouve une piétonisation temporaire de l'hypercentre. Ces mesures sont appelées urbanisme tactique. Dans le monde, de nombreuses villes aussi sont immobilisées et sont souvent repensées afin que la piétonisation prenne le dessus sur l'usage du véhicule ou sur les transports en commun. Ces décisions remettent souvent en cause la centralisation des pouvoirs dans de très grandes villes. Par exemple, en Italie, le blocage du nord-centre met à mal l'économie de la péninsule. En Afrique, un collectif d'architectes, d'urbanistes et de gestionnaires urbains prennent en compte la pandémie et envisagent une urbanisation qui réponde aux risques épidémiologiques. Ainsi, souvent, ces villes utopiques imaginées répondent aux soucis de l'écologie et de la conservation de l'environnement. Mais c'est en réalité tout l'international qui s'engage face au Covid-19. Par exemple, des fonds de solidarité ont été lancés pour l'Afrique et Haïti pour contrer les problèmes de famine. Le réseau international Métropolis a lancé, le 24 mars dernier, la plateforme des villes pour la santé mondiale. De nombreux pays, surtout la péninsule ibérique et l'Amérique latine, proposent des initiatives qui sont censées être partagées dans le monde entier. L'Association internationale des maires francophones, par exemple, propose des kits d'affiches et visuels personnalisables afin de les installer dans les différentes villes inscrites. Pour ce qui est des installations en tant que telles, l'ONG Urbanistes sans frontières invite les différentes collectivités à se joindre à un projet d'installation internationale de fontaines pour le lavage des mains ou alors de cours pour les gestes barrières. Dans la rubrique culture, on a décidé d'aborder le sujet du drive-in à travers la création de l'association Drive-in Festival pendant le confinement. On va également aborder le sujet de l'avenir des salles de cinéma. C'est parti, on vous laisse découvrir les images tout de suite. Depuis l'annonce des mesures de confinement, le secteur de l'audiovisuel est complètement à l'arrêt. Des tournages à l'exploitation, tous les maillons de la chaîne sont impactés. Selon Thomas Anargyros, président de l'Union syndicale de la production audiovisuelle, chaque mois d'arrêt représente une perte potentielle de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les syndicats anticipent des surcoûts liés au déconfinement. Chaque équipe de tournage devra réobtenir les autorisations pour tourner, réinstaller les décors, relouer les lieux de tournage. Les équipes seront donc plus réduites et les délais de tournage plus longs. Beaucoup d'incertitudes demeurent. Les sociétés de production pourront-elles continuer à avoir recours au chômage partiel à l'avenir en cas d'arrêt de tournage pour cause de coronavirus ? Aucune date de réouverture des salles n'a encore été annoncée. Ce que l'on sait néanmoins, c'est qu'il faudra bien évidemment respecter les gestes barrières, car un remplissage à 50% des salles sera probablement instauré et qu'un mètre entre les spectateurs également. À condition que les salles soient ouvertes pour l'été, un calendrier des programmations se dessine déjà. Tenet de Christopher Nolan doit arriver en salle le 22 juillet en France. Kaamelott d'Alexandre Astier le 29 juillet. En plus d'un retour rapide des spectateurs, certains plaident pour une aide de l'État, des assurances Covid-19 pour aider les sociétés de production à faire face aux futures suspensions de tournage, ainsi que la mise en place de la réforme de l'audiovisuel qui doit contraindre les plateformes telles que Netflix à financer la création française. À partir de ce constat et dans une optique solidaire, l'association Drive-in Festival s'est créée. Son projet veut que 100% des bénéfices soient reversés aux salles de cinéma et aux distributeurs en difficulté. Le festival a débuté sur la mythique place des Quinconces bordelaises avec une programmation éclectique. Parasite, Le Grand Bain, Les Invisibles, En Liberté ou encore Whiplash. Des innovations sanitaires et techniques sont mobilisées pour l'occasion. Par exemple, la bande-son des films est directement diffusée sur l'autoradio des voitures grâce à un signal FM
mis à disposition par la mairie de Bordeaux. Cette initiative a reçu plusieurs critiques, notamment de la Fédération nationale des cinémas français. Ceux-ci demandent notamment l'arrêt du festival, avec la crainte que ce genre d'événement vienne détourner le public des cinémas traditionnels à leur réouverture. Sur le site, nous pouvons lire que le festival s'arrêtera à la réouverture des salles, mais que nous réfléchissons à la suite. D'autres arguments viennent critiquer le retour de cette pratique rétro. Pour certains, le festival participerait à une grande pollution puisque le contact doit être mis pour recevoir le son. Le festival précise néanmoins qu'il calculera son empreinte carbone et reversera un montant à des associations de défense de l'environnement. Cette association s'inspire directement de la tradition des cinémas plein air des années 30. Le premier drive-in a ouvert en 1932 et devient très populaire dans les années 1960-1970, surtout aux États-Unis, avec un prix aligné sur ceux du cinéma traditionnel. Ce qui contribue à sa popularité, c'est que les familles peuvent venir avec leurs enfants sans craindre de déranger les autres spectateurs. Et pour finir la rubrique musique, on a une petite interview de 5 minutes du chanteur Shadow et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on a une petite surprise. Bonjour, je m'appelle Shadow, j'ai 22 ans, je suis étudiant en 5e année d'ostéopathie et ça fait 3 ans que je rappe. MC Shadow, je suis soir, toi, moi chérie, on va faire la paire, ça suit. J'arrive en boîte, là t'as posé. Bébé, toi, moi, soir, on va bien se teaser. C'est un moyen un peu de me vider l'esprit. C'est à la fois un plaisir et un kiff et ça m'éclate. Je fais plus ça pour moi que pour les autres. Après, si ça peut marcher, ça... Soit je fais des impros où je vais me filmer et après je vais construire tout un texte à partir des impros que j'ai fait. Soit je vais me poser, prendre mon téléphone et écrire des histoires qui me sont vraiment arrivées, des choses qui m'ont touché. Je me rappelle quand c'est ça, l'on me disait Shadow reste assis, arrête de bouger, hyper actif dans l'âme toujours, besoin de me dépenser. J'ai commencé à rapper en révisant mes cours. Et la polyarthrite rhumatoïde, douleur et inflammation des articulations périphériques. Histoire de voir et histoire d'un gosse, c'est quand même deux trucs qui m'ont touché personnellement. Et d'un coup de baguette magique, une dé arriva sur son air optique. C'est Casma devenu morbique, petit et blessé, aveuglé. Aucune éclipse est passée, pourtant ses yeux sont fermés, à tout, jamais. L'histoire de voir, je raconte le fait que j'étais aveugle, qui est une histoire vraie. Quand j'avais 5 ans, ça a duré 4 mois, j'étais dans 2 hôpitaux différents, ils savaient vraiment pas trop ce que j'avais. Au final, c'est revenu comme c'est parti. Aujourd'hui, je vois plutôt pas mal. Moi, j'ai quand même des petites lunettes à côté, mais... En général, j'aime bien Nekfeu, L'Homme Pâle, Romeo Elvis, Niska, Damso, Le Phare, Ariston, Yaya D. À la Canopée, c'est un petit endroit où on peut faire de la musique de manière libre. Je suis arrivé, j'ai pris le micro et j'ai commencé à tester ce que j'avais écrit de mon côté. J'ai pu un peu voir comment les gens réagissaient tout autour et c'était plutôt positif. Ça m'a donné envie d'en faire encore plus. T'as le petit stress des 10 premières secondes, mais une fois que t'es lancé, c'est comme si tu rappais tout seul dans ton salon. Je travaille pas du tout seul, j'ai beaucoup de soutien. Déjà la musique, je la fais avec mon beatmaker qui s'appelle Jarl. Un pote à moi que je connais depuis que j'ai 12 ans, qui a créé cette association étudiante, c'est KB au cinéma. Et il m'a dit, tu sais quoi, moi je kiffe ce que tu fais, je te donne 2 caméramans et tu fais ce que tu veux. On grandit tous ensemble en fait. Il y avait un autre pote qui s'appelait Wizman, qui marchait un jour dans la rue, il a écouté un mec qui mettait de la musique, qui venait danser avec lui. Il lui a dit, tiens, j'ai un pote qui fait du rap, si tu veux, je peux travailler avec lui. Et en fait, c'est toujours que comme ça, c'est toujours du bouche à oreille. Le projet pour 2020, c'est de faire des feats avec d'autres artistes. Là, le prochain feat que je fais, ça s'appelle Bas les couilles. Donc, sinon, c'est de faire une série. Ça va être une série où il va y avoir beaucoup de micro-influenceurs Instagram. Et là, je suis à 34 épisodes pour l'instant. Sinon, vous pouvez me retrouver donc sur YouTube, Deezer, Spotify, toutes les plateformes. Facebook, c'est MC Shadow. Donc on remercie vraiment beaucoup Shadow pour cette interview. Vous pouvez aller le suivre sur les réseaux. Et c'est pas fini, il a accepté de nous faire un petit live. Donc écoutez. Paris-Sorbonne, Shadow. Mes peurs sont des chaînes qui font de la peine à ma reine. Et je suis désolé, et je t'ai aimé, mais j'ai dû arrêter quand je l'ai regardé pour la dernière fois. Toutes ces émotions étaient en moi. Il m'a demandé, es-tu sûr de toi? Sûr de toi? Mes peurs sont des chaînes qui font de la peine à ma reine. Sur le moment je la voyais, mes yeux pouvaient plus la quitter. Mon âme s'est mis à pleurer. Mais bébé, je veux pas tromper. Ça y est, je sens je vais craquer.
Hey. Hey. Les peurs sont des chaînes qui font de la peine à ma reine. Pas intégré dans ta vie, inconnu de tes amis qui pourtant donnent leur avis. Fermez-la s'il vous plaît, arrête de les écouter. Tu me prends la tête, tais-toi bébé. Hey. 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 Les peurs sont des chaînes qui font de la peine à ma reine. Je suis pas prince charmant mais plutôt loup méchant. Toi t'es dans un conte de fées, moi j'ai les pieds dans cette réalité. Certaines modifiées, le pète, la fête, l'alcool, la dette. Et que ça je vole, un break est décrété. Mes peurs sont des chaînes qui font de la peine à ma reine. Je sais t'es quelqu'un de bien, trop gentil, je te mérite point. Tu m'as éduqué dans l'amour et moi je te faisais l'amour. On se voyait tous les jours, tu pensais que ça durait toujours. Tu m'as effrayé, braqué et j'étais. 2 semaines de réflexion, c'est trop tard, j'ai pris ma décision. Grosse déception. 2 semaines de réflexion, c'est trop tard, j'ai pris ma décision. Grosse déception. 2 semaines de réflexion, trop tard, j'ai pris ma décision. Grosse déception. Mes peurs sont des chaînes qui font de la peine à ma reine. Mes peurs sont des chaînes qui font de la peine à ma reine. Mes peurs sont des chaînes qui font de la peine à ma reine. Et je suis désolé, et je t'ai aimé, mais j'ai dû arrêter quand je l'ai regardé pour la dernière fois. Et voilà, donc merci beaucoup Shadow pour ce petit live, c'était vraiment super. Et merci à vous de nous avoir regardés. Vous pouvez suivre Télé Sorbonne sur Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Et voilà, surtout prenez soin de vous et faites attention.